Bonjour à tous, 12h55, la grande table des idées. Serions-nous en train de vivre la fin du modèle social français, la fin de l'équilibre qui a prévalu jusqu'ici dans la guerre sociale en France qui paraît la découverte? Le journaliste économique Romaric Gaudin analyse le projet économique d'Emmanuel Macron, imprégné selon lui de pensée néolibérale. Mais d'abord, hip-hop galant avec une pionnière, la danseuse et chorégraphe Bintou Dembélé. Pour l'Opéra de Paris, elle a pensé la danse des Indes galantes, l'opéra-ballet de Jean-Baptiste Rameau, créé en 1735, mise en scène aujourd'hui par Clément Cogitor à l'Opéra Bastille, à voir jusqu'au 15 octobre. Bintou Dembélé est d'abord notre invitée, à écouter tout de suite sur France Culture, ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr. La grande table. Olivia Gesbert. Bonjour Bintou Dembélé. Bonjour Olivia. Merci d'être avec nous avec cette adaptation des Indes galantes. Le hip-hop fait son entrée sur la scène de l'Opéra de Paris. C'est un peu plus complexe que ça, parce qu'il n'y a pas que du hip-hop. En tout cas, il y a beaucoup de danses qui vont se jouer sur cette scène. Mais quand même, c'est déjà une première pour cette danse, pour ces danseurs et pour vous aussi. C'est une première pour moi, mais dans la famille, en fait, mon frère Ibrahim s'était déjà produit sur la scène de l'Opéra Bastille avec Colline Serrault dans La Chausserie. Et vous étiez allé le voir. Voilà, c'est ça. Voilà, là, c'est vous qui êtes sur scène, en tout cas en coulisses derrière, avec vos danseurs. Vous dites que vous n'aimez pas qu'on parle de chorégraphie, en tout cas pour cet opéra-ballet, que vous n'avez pas chorégraphié. Vous avez quoi alors? Orchestré, dirigé, inspiré, impulsé la manière dont vos danseurs vont réagir à cette musique de Rameau? Voilà, je pense que c'est un peu ça, orchestré, composé. Il y a l'idée de rester dans nos habitus de composition. On aime l'improvisation, on aime l'instantané. Et là, il fallait qu'on trouve une manière de pouvoir conjuguer avec l'opéra-ballet qui a une forme beaucoup plus écrite avec la question du patrimoine. Donc là, j'ai essayé de composer avec nos deux univers et sentir qu'on allait réinventer une manière de pouvoir dialoguer, quoi. Il raconte quoi pour vous, cet opéra-ballet ? Alors, dans un premier temps, concrètement, c'est une commande qui a été faite à Rameau pour fêter les comptoirs à l'époque coloniale. Donc, c'était quand même des questions autour de l'esclavage et du colonialisme. Donc voilà, pour moi, c'est faire un grand pas en arrière pour se rendre compte que nos histoires ont une version, celle du vainqueur, et qu'il faut composer aussi avec la version du vaincu et d'essayer de sentir comment nos récits peuvent être convoqués sur cette scène et pouvoir dialoguer avec l'idée qu'on ne trouvera pas forcément de solution, mais qu'on a tout à y être pour pouvoir amener de nouveaux publics. Et pour ça, on fait comment? On déconstruit le discours d'un livret, d'une partition, on réactualise, on réinterprète? Alors, dans un premier temps, pour moi, c'est avant tout la rencontre avec Clément Cogitor, voilà, qui lui, a souhaité me rencontrer avec le fait que je travaillais effectivement depuis beaucoup de temps avec le crump et d'autres danses comme le voguing, l'électro, etc. Je me suis, voilà, dans un premier temps intéressée à son travail et essayer de voir comment on allait pouvoir travailler ensemble cet opéra. On a eu une équipe fine, comme j'aime à le dire, où on s'est mis au travail à la table. On a eu des moyens qui nous ont permis de penser cet opéra avec l'idée que ce soit une ville-monde, qu'on n'aille pas dans l'ailleurs, mais qu'on se pense aujourd'hui, que la périphérie se sente invitée, conviée au centre pour pouvoir prendre cette scène. On a dérégler le livret, j'ai envie de dire. On a essayé de se dire qu'on avait tout à gagner, d'essayer de le penser vraiment à nos endroits. Donc c'était une première pour Clément qui n'avait jamais fait d'opéra-ballet, et une première pour moi parce que c'est des moyens autres que ceux que j'ai d'habitude. Donc voilà, en fait on a convoqué 29 danseurs. Il y a 7 solistes, il y a une quarantaine de choristes. Il y a aussi des machinistes qui sont présents. On a essayé de faire en sorte que tout le monde se déplace. Les solistes dansent aussi. Et puis, il y a la présence d'enfants aussi qui sont là. Alors Clément Cogitor, c'est l'homme de Braguino, film, photo et expo jusqu'ici, qu'on retrouve donc dans ces Indes galantes. Le projet est né d'abord d'un court-métrage, ou plutôt d'un mini-long, travaillé pour la 3e scène de l'Opéra de Paris, court-métrage pour lequel il vous avait déjà sollicité, vous, Bintou Dembélé. Ensemble, avec Clément Cogitor, donc à la mise en scène, vous avez choisi de faire se rencontrer deux mondes. On écoute le metteur en scène. Ce qui m'intéresse, moi, dans toute forme de pratique artistique, c'est des mondes qui se rencontrent, hein, qui cohabitent, qui se confrontent, qui
qui essayent de vivre ensemble. Avec cette vidéo, c'est ce que j'ai essayé de faire d'une certaine manière, c'est-à-dire de travailler avec ces danseurs sur cette scène-là à laquelle eux ne sont pas habitués, et sur cette musique à laquelle ils ne sont pas habitués, et inversement. Voilà, cette musique-là n'est pas habituée non plus à accueillir ces danseurs-là, c'est-à-dire que tout d'un coup, de créer un court-circuit entre des mondes qui ne se rencontrent pas. Et que forcément, ça change, ça modifie des paramètres. C'est dans ces rencontres-là que je cherche l'émotion. En imaginant ça, d'abord, je m'étais dit, voilà, il faut le faire sur ces parkings ou ces endroits où d'habitude cette danse-là se fait, puisque elle a vocation, enfin, elle cherche souvent à rester clandestine, en fait. Et en fait, en commençant à réfléchir à ça, je me suis dit, c'est trop dommage, en fait, on a les clés de l'opéra, on a cette scène, il faut leur donner, en fait. Et ça a tout changé, parce que du coup, ça a donné je pense que ça a donné une énergie à tout le monde, moi y compris. C'est-à-dire que tout d'un coup, cette scène elle a une valeur symbolique qui est énorme. C'est une des plus grandes scènes du monde. Et c'est comme si il y avait une énergie qui irriguait de la scène chez les danseurs, en fait. Voilà, l'idée de court-circuit marche assez bien, hein. Vous avez court-circuité et le propos et l'intention, tous les deux. Oui, j'ai envie de dire que... alors, tous les deux, même tous les trois, j'ai envie de dire, parce que Leonardo Garcia Alarcón, le chef d'orchestre, a été aussi très curieux de nos univers. Et il avait lui aussi envie de dérégler la musique de Rameau, lui donner un peu une impulsion. Il aime à revendiquer le fait qu'il soit argentin et que la manière qu'il a d'appréhender le baroque se situe aussi à cet endroit-là. Voilà, le dialogue, c'est avant tout, effectivement, dirigé vers la musique. Et on a un peu écarté, en tout cas pour ma part, le livret de Fuselier. J'ai eu besoin, effectivement, de mieux saisir la construction du baroque dans sa dimension répétitive, dans ses structurations. Et c'est là que j'ai, au fur et à mesure des répétitions avec les danseurs, entendu certaines musiques qui ne me parlaient pas au départ. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de surprises, autant pour les danseurs que pour les choristes, par exemple, qui se retrouvent sur le plateau à danser aussi, où se sont révélées des zones d'ombre qui, finalement, à travers la rencontre avec chaque artiste, a pu asseoir ce dérèglement, ce déplacement de chacun. Et il dit, le chef d'orchestre, justement, qu'il était très réticent au départ à faire jouer, orchestrer cet opéra sur la scène de l'Opéra Bastille, parce que c'était trop grand, parce que la distance entre les chanteurs et le public était trop importante, et que pour lui, cet opéra devait se jouer quand même dans une forme d'intimité et de proximité, façonnée aussi par la parole qui est chantée là, dans cet opéra. Cette question du rapport au public, elle se pose aussi pour vous, pour vos danseurs, hein, parce que avec ces danses que vous orchestrez, vous, pour ce ballet, le public, on le voit dans le mini-métrage de Clément Cogitor, est en cercle autour des danseurs. C'est des scènes de rue. Là, le public, il est en face et il est forcément un peu passif. Comment vous arrivez à l'associer ? Est-ce que c'est par le regard que ça va se jouer, du coup ? Alors, nos espaces sont devenus de plus en plus... en déplacement, en tout cas, on est passé vraiment de la rue à la scène, en passant par les clubs où effectivement les corps étaient confinés. On a été dans des shows chorégraphiques, on a accompagné des rappeurs, on a fait des compétitions sous forme de battle dans des gymnases pour passer dans des grandes scènes comme Bercy. On va et on vient du micro au macro. On est contaminé par ces lieux et pour moi, il était évident qu'il fallait contaminer le public. Ça fait un moment effectivement qu'on est sur les scènes contemporaines. On a eu Montelvo-Hervieux qui a eux aussi fait ce croisement des danses hip-hop avec le baroque. Donc c'était pas nouveau en fait pour nous de faire voilà, de prendre des risques et d'essayer de nous aussi nous déplacer, de dérégler nos habitus, quoi. Ce qui s'est passé pour nous, alors je pense que j'en ai eu le recul après la vidéo, c'est qu'on a senti que les gens se sentaient rassemblés, convoqués, et qu'effectivement la manière dont Clément a eu de filmer, ils avaient l'impression qu'ils étaient avec nous dans ce cercle, qui est un cercle de partage. J'appelle ça un cypher, les gens ont tendance à penser que c'est un battle. Un cypher, c'est un cercle de rencontre où les gens qui sont autour de nous ne sont pas forcément danseurs, mais ils sont témoins de la parole de celui qui est au centre, danseur ou pas, et qui compte son récit, son histoire à travers le geste. Donc pour moi, c'est un peu une parole du peuple,
qui se veut voilà, un peu repenser une forme de rite de passage et qui, à travers la danse, la musique et en l'occurrence là, la voix, parce qu'en fait, je me suis beaucoup imprégné de la voix dans sa matérialité, vraiment les vocalises, pour faire en sorte qu'à cet endroit-là aussi, il y ait des croisements qui se fassent. Donc effectivement, il y a eu vraiment chez moi le besoin de faire du spectateur un témoin plus que quelqu'un qui allait juste regarder et puis savourer. Extrait du mini-métrage de Clément Cogitor réalisé avec vous pour la 3e scène et qui était donc le projet d'Henri Gigine avec ce public en cercle autour des danseurs. Là, on entend comme plusieurs dimensions, plusieurs niveaux de voix, de chant qui se superposent. Hein. Alors, il y a effectivement le Forêt paisible, chanté par les solistes et le chœur, mais il y a la présence vocale de ce qu'on appelle la hype des danseurs qui accompagnent ce qui se passe au centre. Donc ça, c'est aussi une question de débordement. Je parlais de déplacement tout à l'heure, de dérèglement, mais là, il y a eu un débordement. Donc on a, nous aussi, pris l'espace vocal pour encourager les danseurs et je pense que cette dimension-là a beaucoup plu en fait, au public. Donc on entend les steps, on entend les stompes, on entend les encouragements et voilà, il y a une participation des vocalises aussi, des danseurs, quoi. Et quand vous avez commencé à penser la danse pour cet opéra-ballet, vous avez travaillé d'abord sur la musique de Rameau ou aussi avec le livret, avec les chanteurs? C'est est-ce que les danseurs dialoguent aussi avec la voix des chanteurs? Alors oui, c'est ce que je retiens de la vidéo. Je me suis moi aussi surprise à sentir comment les vocalistes pouvaient vraiment épouser le geste du danseur et déployer des images en fait très, très simples comme ça. Je me suis dit qu'il fallait qu'on poursuive ça et de le vivre en direct, ça allait être énorme. Donc ça a été vraiment un plaisir d'être avec les solistes, de savoir qu'ils avaient envie de danser, de nous rencontrer et de se déplacer. Donc j'ai le grand souvenir de Sabine qui fait un passage avec un danseur qui est juste inouï et on a fait en sorte qu'il n'y ait pas simplement les voix et le geste qui se lient, mais qu'il y avait une question de regard et d'énergie, de flux, de tension qui déborde aussi, quoi. Je reviens juste au livret qui est, et vous l'évoquiez, marqué par la pensée coloniale de l'époque, par l'esclavage qui était encore en cours, avec cette musique qui est étonnante parce qu'elle est très divertissante. Il s'agissait aussi de divertir la cour avec cela, donc on a un côté très spectacle avec quand même un livret qui a un propos assez fort derrière. C'est empreint d'exotisme aussi dans le regard qui était porté à ce moment-là sur l'autre, avec cette idée plutôt du bon sauvage à la manière de Rousseau. Comment, avant, qui étaient les danseurs qui étaient sur scène? C'était des femmes? C'était des hommes? C'était des blancs? C'était comment c'était avant? Alors c'est un peu tout ça, effectivement, mais c'était ce que moi je pourrais appeler l'autre alors qu'on m'appelle moi l'autre. C'était le colon, c'était cette Europe qui allait de par le monde pour effectivement esclavagiser ou coloniser. Il y a une adresse qui est concrète, effectivement, de cet opéra qui pointe un ailleurs et des sauvages qui à l'époque étaient vus comme sanguinaires, mais on était à la croisée des lumières et donc le sauvage prend une autre figure. Et on s'interroge sur ces possibilités de prendre en compte les savoirs de ce qui est cet autre, entre guillemets. Mais donc on grimait les visages, on grimait les danseurs? Alors moi j'ai envie de me référer par exemple à la dernière entrée de l'opéra qui a été rajoutée suite aux conquêtes nouvelles de la France en Louisiane. Donc Rameau rencontre des natifs américains et qui finalement lui permet de voir des danses traditionnelles amérindiennes et il a envie de revisiter cette entrée-là en se disant mais en fait je vais travailler même au niveau des percussions différemment mon approche et donc voilà il y a quelque chose qui là pour moi est de l'ordre d'une
une influence, quoi. Il s'est quand même influencé de ces cultures-là. Et c'est un peu ce qu'on amène nous aussi dans cet opéra-ballet. Ça, c'est intéressant dans des moments où on débat beaucoup de cette question de l'appropriation culturelle. Comment, non pas s'approprier, mais se réapproprier des imaginaires. Alors, c'est tout un écartèlement qui est le nôtre, nous, les danses hip-hop ou les danses qui figurent dans cet opéra-là. Pour moi, ce sont presque la continuité de ce que j'appelle les danses marronnes. Le marronnage, en fait, c'est la fuite des esclaves pour recréer des sociétés nouvelles, libres. Donc, on a tendance à dire que ces personnes ont été libérées par Schellcher. Non, en fait, il a cherché constamment à se libérer de lui-même et il a créé une manière de pouvoir renouveler sa musique, sa danse et de pouvoir, à travers ça, se resignifier un rite et une forme de culture nouvelle. Je pense que nos danses découlent de ça, en fait, et c'est ce que je convoque sur le plateau, avec l'idée que nos récits peuvent aussi se rattacher à ces cultures caribéennes qui ont fait le hip-hop aujourd'hui, parce que ceux qui ont fait le hip-hop, c'est surtout des gens qui viennent des Caraïbes, de Jamaïque, etc. Et que nous en sommes aujourd'hui héritiers et héritières, et qu'il est question pour nous que ces récits qui sont occultés puissent... à travers effectivement le regard que peut porter le spectateur encore aujourd'hui, qui est plutôt négatif sur ces danses ou ces cultures qui sont un peu occultées, c'est pouvoir les nommer et pouvoir aussi avoir notre vocabulaire. J'ai par exemple évité le mot corps de ballet qui me semblait très étranger à ce que nous on pouvait être. Donc j'ai essayé de faire asseoir ça en disant nous on est des teams, des Fame, des House, donc c'est un peu les noms que s'attribuent les crumpers, les vogueurs, les vogueuses, et puis les gens hip-hop. Et on appelait ça des teams, quoi, en se disant que tout l'opéra, que ce soit la production ou la technique, allait nous appeler plutôt team plutôt que corps de ballet. Donc ça passait par le vocabulaire concret, mais c'était aussi de faire asseoir dans la composition et les solos le fait que ça parte d'abord de nos récits, de nos gestes, plutôt que l'idée qu'on s'assimile à un opéra-ballet. Il n'y a pas d'équivalent en français? C'était forcément des mots anglais? Étrangement, oui. Alors déjà parce que effectivement, on est encore beaucoup imprégné de ces cultures qui viennent essentiellement des États-Unis. Mais pour moi, qui suis là depuis très longtemps, l'idée, c'est effectivement de faire valoir les récits en France. Parce qu'on on a aussi les Antilles, la Guadeloupe et la Martinique qui fait valoir cette forme-là à travers le gros cas, etc. Et qu'il nous faut aussi trouver notre vocabulaire en français. Oui, parce que c'est le cas de toutes ces danses, de ces mouvements que vous amenez sur la scène de l'Opéra de Paris aujourd'hui, du crump, du voguing, du popping, du gliding. Elles sont toutes nées, ces danses, ces mouvements, d'une histoire, d'un contexte particulier, beaucoup aux États-Unis. Mais il y a un point commun pour vous entre toutes ces danses? Alors effectivement, elles sont nées de contextes tendus. Pour le crump, c'était suite aux révoltes, suite au tabassage de Rodney King. On a de l'électro qui sont nées suite à nos révoltes à nous urbaines en 2005. C'est des danses qui sont nées effectivement à travers l'influence de l'image aussi, d'une émission qui s'appelle Soul Train, qui était dans les années 70. Moi, j'ai été contaminé par l'émission HIP de Sydney dans les années 85. Et puis, il y a toute une génération comme ceux de l'électro qui, eux, ont été contaminés par les réseaux sociaux, YouTube, les clips, pour pouvoir faire des compétitions en direct sur Internet. Donc, j'ai envie de dire que la mondialisation et ses travers ont permis que ces danses-là se déplacent, prennent d'autres formes, en abandonnent d'autres et se codifient surtout. Donc voilà, il y a des choses qui se perdent, il y a des choses qui se renouvellent. C'est tout ça qui m'intéresse aujourd'hui, quoi. Allez, on vous ramène quelques années plus tôt devant le poste de télé. Ça passait sur TF1, c'est ça? Oui, alors là l'histoire de la télé. Merci de faire passer ce moment-là parce que j'ai le souvenir d'avoir Sydney qui tourne sur la tête et je reste scotché parce que pour moi ça symbolise la manière dont je vais concevoir le monde, c'est-à-dire d'avoir la tête à l'envers, de voir le monde à l'envers en fait. Et ces cultures-là en fait, elles ont en commun en fait de détourner les choses et on fait avec et par le manque en fait. Et ce qui pour beaucoup est vu comme un effet de mode finalement perdure et dure et
et influence énormément. Je vois aujourd'hui que vous avez des gros casques d'écoute. En fait, je vois que dans le métro, tout le monde a des gros casques et c'était nous déjà qui contaminions les gens en disant qu'on avait vraiment besoin de s'isoler et d'écouter à fond le monde. Et aujourd'hui, je vois qu'on contamine ce monde-là. Vous commencez à danser à quel âge? J'ai commencé à 10 ans. J'ai commencé à 10 ans. Devant le poste de télé? Ou avec un gros casque sur les oreilles? Ouais, bah alors, on avait une MJC près de la maison, en fait, où les animateurs étaient des danseurs hip-hop. Ça nous permettait de faire des sorties à Paris et d'aller voilà, dans des après-midi où on pouvait danser. Voilà, j'ai des grands souvenirs parce que j'étais l'une des seules filles. Et j'ai contaminé mon grand frère Ibrahim qui a dansé un an après. Et on avait juste la rage et on avait aussi surtout le désir de se rencontrer et de voir de quelle manière, dans un autre quartier ou dans une autre région, les gens pouvaient faire avec cette culture-là. Qui était faite pour nous et par nous, et finalement comment on avait la possibilité de se déplacer. J'ai le souvenir aussi que de personnes comme les Vincent Cassel ou les Mathieu Kassovitz, qui avaient eux plus de moyens, pouvaient se déplacer aux États-Unis et nous dire, raconter comment ça se passait là-bas et revenir et nous dire comment on pouvait nous aussi se réapproprier cette culture-là. Parce que vous dites la rage, mais c'est vrai que c'est une danse comme le crumb qui traduit quand même une énergie assez brute. Il y a ce jeu presque un peu martial qui se joue entre les danseurs, comme l'idée d'une confrontation. Qu'est-ce que ça mime en fait? Qu'est-ce que ça raconte? Alors, pour moi, le crumb, qui veut dire Kingdom Radically Amplified Mighty Praise, ça veut dire éloge du puissant royaume pour le chorégraphe Eddie Mahalem. Pour moi, c'est un cri du corps. C'est une possibilité de faire jaillir avec une forme de musicalité ce cri qui finalement est une tension dans laquelle ces jeunes de Los Angeles ont pu exorciser leur peine. Voilà, en fait, ils ont une manière percussive de faire entendre justement les percussions du corps. Et en fait, pour moi, c'est une tradition énorme à travers des grimaces ou des gestes des mains en tension de ce qu'ils ont pu vivre et qu'ils vivent toujours à travers les violences policières. Mais alors justement, j'en reviens à vous quand vous commencez à danser. Vous êtes, on imagine, à 10 ans, 15 ans, beaucoup dans le mimétisme par rapport à des danseurs qui vous impressionnent aussi techniquement dans ce qu'ils sont capables de faire. À partir de quand vous inventez votre propre langage du corps avec la danse? Quand est-ce que vous faites de la danse une sorte de quête, recherche de ce que vous êtes vraiment vous, et quand est-ce que votre danse commence à raconter ce que vous êtes? Alors c'est pas évident parce qu'effectivement j'ai commencé très jeune et je pense que assez vite la question du collectif devenait un étouffement et j'avais besoin de faire exister une démarche individuelle. Je pense que c'est la question du féminin qui est venue assez vite jaillir et un besoin d'y répondre avec le fait que j'avais pas de modèle ou de figure emblématique noire pour pouvoir m'identifier et que je pense que ça arrivait assez tard, j'ai envie de dire, à la trentaine, j'ai quitté mon origine hip-hop pour faire exister une démarche singulière d'artiste et de chorégraphe, et là j'avais plus forcément envie d'avoir l'étiquette hip-hop et donc voilà, j'ai monté ma compagnie en 2002, mais bien plus tard j'ai commencé à sentir qu'il fallait que mon geste devienne autre que celui du hip-hop. Il y a en ce moment sur les écrans, sorti hier en salle, un film qui a été présenté à Cannes dans la section Un certain regard, produit par Martin Scorsese et qui s'appelle Port Authorities. C'est un film qui raconte une histoire d'amour dans le New York queer et qui met en scène le voguing tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. Très beau film aussi sur la solidarité. La réalisatrice Danielle Lesovitz dit voir dans cette culture des salles, des ballrooms, une réponse magnifique à la culture dominante aux États-Unis. En fait, elle a eu cette idée pour une fois de montrer le contraire de ce qu'on voit habituellement, c'est-à-dire pas l'histoire de personnes issues de cultures minoritaires qui souhaitent intégrer la culture dominante, mais là, dans ce film, c'est le contraire. Quelqu'un issu de la culture dominante qui essaye d'intégrer ces cultures minoritaires, et c'est ce qu'elle a voulu traduire. On voit dans ce film que le voguing, le hip-hop et que toutes ces danses sont quand même très visuelles, presque cinématographiques comme art. Oui, alors le voguing, pour beaucoup, a été popularisé par le clip Vogue de Madonna. Donc, effectivement, on sent que... Alors, Vogue, parce qu'effectivement, c'est la revue Vogue en soi, déjà. Et il y avait l'idée de poser, d'imiter des mannequins. Il y avait le fantasme de la mode façon parisienne. Donc, voilà, il y a plusieurs catégories qui émanent de ce fantasme-là, de l'image de la féminité blanche, qui se traduit chez les latinos et les noirs américains, de la communauté LGBT.
société et qui finalement renverse les stigmates, renverse et se crée un monde où finalement, avec les moyens du bord, ils arrivent à se faire des tenues et une manière de défiler pour eux, par eux. Et je trouve ça énorme, quoi. Et là, ça se passe dans New York Mhm. d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans une ville-monde, comme cette ville-monde que vous reproduisez avec Clément Cogitor en ce moment sur la scène de l'Opéra Bastille. Ça commence aujourd'hui ou demain. Alors, Et ça commence demain. ça commence demain et ce sera jusqu'au 15 octobre à voir. On va se quitter avec quelques notes, quand même des Indes galantes, façon Rameau, avec à la baguette William Christie et l'ensemble des Arts Florissants.